Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on est avec l'invité du jour, Benoît Thierry, serial entrepreneur, ancien militaire et formateur en finance et en développement personnel. Yes. Merci beaucoup Nicolas, moi ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, de te rencontrer, de voir après tous nos échanges qu'on a eus au préalable et vraiment c'est très sympa d'avoir cet échange parce que quelque part c'est le pont qu'on a entre nous deux sur le développement Tout personnel à fait. et aussi une partie business. On s'est beaucoup posé la question de comment on allait orienter ce podcast parce que j'ai une audience qui est quand même très orientée fitness, alimentation et développement personnel. Ça reste cette partie estime de soi, reste un penchant fort, mais on voulait peut-être pas tout de suite aller trop sur la partie business, donc on va voir ce que ça donne. Donc si tu veux bien, peut-être pour nos invités, nos personnes qui nous écoutent, te présenter ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Yes. Bien sûr Nicolas, avec grand plaisir. Donc je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans. Comme l'a dit Nicolas, j'ai 20 ans de carrière militaire et du coup, bien évidemment, la discipline, le mindset est très important. Hmm. Et j'ai voulu en avoir plus. Et pour introduire un petit peu le sujet qui est plus la partie développement personnel, bah, en fait, j'ai voulu apprendre à mieux me connaître pour mieux bah, aussi commander, mieux développer ma carrière. Donc j'ai été chercher des ressources à l'extérieur. Ce qui m'a conduit à faire du coaching, puis ensuite du consulting et à développer mes propres business et qui m'a conduit bah, à pouvoir partir sereinement à la retraite pour pouvoir me consacrer à toutes mes activités entrepreneuriales. D'accord. Donc, quelle est cette partie coaching que tu développes aujourd'hui? Tu aides les hommes dans quel domaine? Alors aujourd'hui, moi je me suis vraiment spécialisé dans plutôt ce qui est business family, tous les entrepreneurs qui ont déjà 10-15 ans d'évolution, où en Ok. fait il y a un espèce de plafond de verre qui s'installe ou une routine qui s'installe dans leur business. Mhm. Et en fait, il y a une partie business pure, mais il y a aussi une partie mindset et psychologie. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'il va falloir remettre l'énergie qu'ils ont eue au départ pour Mhm. pouvoir franchir ce plafond de verre. Mhm. Parce que leur situation familiale a évolué, leur situation financière a évolué, leur situation professionnelle par rapport à la taille de l'entreprise n'est plus là où elle est, mais ça tourne, ça marche. Mais D'accord. pourtant, bah, comme tout entrepreneur, on va continuer d'aller de l'avant, On se questionne en fait. on se questionne, exactement. Du coup, c'est le pont entre les deux. Donc, un des sujets intéressants, c'est qu'on a quand même pas mal d'auditeurs qui sont chefs d'entreprise, entrepreneurs ou alors cadres dans des postes de management. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même voilà, s'identifier à ces problématiques-là. Donc, typiquement, on peut aller un peu plus dans un détail concret? Est-ce que tu as un exemple, sans nommer la personne, ou on peut l'appeler comme tu veux, Ouais, bien sûr. Jean, On va utiliser les gens, qui ça sera très bien. a une situation comme ça, qui a un plafond de verre? Bah, moi, je vois par exemple un des premiers gros chefs d'entreprise, on va parler de Jean, pour pas le nommer, Hmm. euh, que j'ai accompagné et la chance d'accompagner. C'était Ouais, vraiment arrivé à un moment où il avait racheté l'entreprise familiale, ça se d'accord. développait très bien. Il avait quel âge à peu près? Il avait déjà la quarantaine au D'accord. moment où il a racheté, ça se développait très bien. Mais au bout de 15 ans, lui, après la reprise familiale, On était à peu près combien de chiffre d'affaires pour donner une idée? on était aux alentours de 75 millions de chiffre d'affaires, donc c'était vraiment un grand groupe familial, c'était la deuxième Ah, c'est déjà une génération. belle entreprise. Voilà, c'est ça, avec plusieurs filiales. Ouais. Et il y avait un vrai plafond. Il y avait un plafond, Qu'est-ce que tu appelles un plafond? Est-ce que c'est ouais, financier? financier, mais du coup, ça c'était l'aspect visible de l'iceberg. Ouais. Pourquoi? Parce que depuis 15 ans, il avait repris, certes, il avait fait des belles opérations financières, Ok. des bons deals, Hmm. et pourtant l'entreprise avait croît, mais pas suffisamment et pas là où il voulait. Et justement, il plafonnait à ces 75 millions. On est Ils, à dis- combien de croissance à peu près par an là? ils étaient aux alentours de 2, 3, 5% grand Ils font max. l'inflation vite fait quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vraiment, se dire, l'objectif d'aller à 100 millions, bah, ça faisait 5 ans qu'ils essayaient de l'atteindre. Et malgré ça, Hmm. malgré les rachats, malgré les reventes, malgré aller chercher et développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions, il y avait toujours ce C'est combien plafond. d'années? Ça faisait 15 ans que lui, il avait Donc ça démarré. tournait en rond quoi. Et ça faisait 5 ans qu'ils avaient pris la décision de passer et dire on va Ouais. chercher les 100 millions et n'y arrivait pas. D'accord. Et là, en fait, quand on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait tout un passif familial, il y avait tout comment ça s'appelle, un attachement Ouais. aux personnes qui étaient présentes et la peur de casser en fait un peu un héritage, mais un héritage de personnes. C'est-à-dire c'est pas une façon de faire,
D'accord. C'est de dire, ok, mais cette personne-là, elle est là depuis X temps, on a toujours fait comme ça, et ça marche. Ok. Ok? Donc on a additionné des choses à ça, mais on n'est jamais revenu au cœur. Et en revenant en fait aux choses, on s'est rendu compte que effectivement il y avait l'ADN de l'entreprise, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, en fait ça s'était éloigné et devenu uniquement un objectif financier. D'accord. Donc le retour, ça a été de dire, ok, c'est quoi l'ADN de la boîte? Pourquoi les boîtes existent? Donc revenir au pourquoi. Donc D'accord. c'est Ah, c'est beaucoup. intéressant que tu parles de pourquoi. Parce que je sais pas si tu es au courant que dans le programme Alpha Body, leçon numéro un, jour numéro un, c'est écrire ton pourquoi. Mais c'est ça. Voilà. Et on revient toujours au pourquoi. D'accord. Et une fois qu'on est revenu au pourquoi, à l'origine de l'entreprise, quel est le pourquoi toi tu as repris l'entreprise familiale? Ouais. Parce que c'est peut-être pas le même en fait. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas le même, mais comment je les associe? Mais de ça, comment j'en décline une stratégie Ok. de développement? Et je pense que toi, par rapport à tes programmes, c'est exactement ça. On en a un peu parlé. C'est tu pars de la base, du pourquoi. Parce que si tu n'as pas le pourquoi, tu n'arriveras pas à la finalité. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui cherche à arrêter de fumer alors qu'il ne sait pas pourquoi il fume. Mhm. Il n'y arrivera jamais. Bah là, c'est D'accord. pareil. Tu veux passer à l'entreprise à un autre niveau, tu veux passer à un autre niveau sportivement, tu veux passer à un autre niveau dans ta vie. Si tu ne sais pas Hmm. pourquoi tu le fais, C'est un objectif un peu vide, vide de sens. ouais, vide de sens ou d'ego ou de Hmm. parce que les autres font pareil ou parce que j'ai l'impression que je devrais le faire. Ce qu'on appelle souvent un fantasme, quoi. Bien sûr. Ouais. Je vais te raconter une histoire. Moi, je me suis formé à la méthode Lego Serious Play. Alors, c'est une méthode où on utilise les Lego, les pièces Lego, des Ah, jouets qu'on a d'accord. joués. Ok. J'ai fait ça à Central Supélec. C'est vraiment une belle découverte et un très bel outil Hmm. de stratégie. Et c'est vraiment sympa. Mais en fait, quand tu regardes, cette stratégie, elle a été développée par le MIT et l'entreprise Lego dans les années 90. Ok. Lorsqu'ils se sont rendus compte, en fait, que bah, ils perdaient des parts de marché assez importantes face aux jeux vidéo Ah. et Ouais. qu'ils ont failli mettre la clé sous la porte. Hmm. Ok, qu'est-ce qui fait que dans les années 90, Lego a été prêt à faire faillite, alors qu'aujourd'hui, Lego, on les voit partout, etc. En Hmm. fait, dans ces années-là, bah, ils avaient perdu en fait cette essence-là. Et la méthode Lego Serious Play, c'était de dire, ok, l'ADN de Lego, c'est quoi? Bah, dans les années 90, je ne sais pas si tu te souviens, mais une pièce, tu pouvais avoir une pièce unique dans plein de sets différents. Donc, si tu voulais avoir la pièce unique, il fallait acheter le set. Sauf que l'origine de Lego, c'est une pièce sert à 1000 choses. Hmm. Et en fait, c'est grâce à cette méthode-là qu'ils ont développé, qu'ils ont découvert que la connexion main-cerveau, que l'imagination, quand elle est limitée, frustrée, bah, elle est beaucoup plus débordante parce que tu as cadré et la courbe du flow. Donc Hmm. de justement la difficulté avec les limitations et tes compétences. Donc du coup, tu peux créer des choses que tu n'as pas. Et quand tu utilises les deux mains en plus de la connexion main-cerveau, bah en fait, tu utilises beaucoup plus de parts de ton cerveau et de ton imagination que quand tu écris ou que quand tu parles. D'accord. Et quand ils ont posé sur la table les briques et leurs idées, ils se sont rendus compte que, ah, on a voulu créer l'unicité, la pièce unique pour attirer. Bah non, en fait, notre ADN, c'est une pièce qui sert à 1000 choses. Et une des solutions, notamment, qu'ils ont trouvées, c'était de revenir à ça. Et puis, bah, toutes les licences de différents films, de différentes choses qu'on a découvert au fur et à mesure, pour attirer quoi? Bah, les anciennes générations à aider les enfants à découvrir ces Lego et de Hmm. pouvoir jouer ça. Parce que du coup, ça faisait plaisir aux parents aussi C'est de. ça, exactement. Mais c'est toujours revenir à ce pourquoi on crée une entreprise, pourquoi on apporte une solution. Et finalement, dans le développement personnel, Simon Sinek le dit, start with why, on commence par le pourquoi, et c'est vraiment ça qui est important. Et que ça soit personnel ou professionnel ou à l'échelle plus importante d'une entreprise, commencer par le pourquoi, c'est toujours important parce que souvent on l'oublie. Hmm. Et après, moi, je vais te challenger là-dessus parce que, ok, bon, on a trouvé le pourquoi. Et alors? Bah après, ça ne veut pas dire que la stratégie, que les tactiques vont être les bonnes derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour l'entreprise familiale? Donc, ouais, je sais pas à quel point tu peux aller dans le détail ou Ouais, quoi, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, sans... c'est qu'à partir du moment où ça fait sens, Ouais. les actions, en fait, c'est un filtre. C'est si je fais ça et je mets ça en place, est-ce qu'on est en corrélation et on est collé au pourquoi, au sens? C'est-à-dire que
une entreprise dit je veux devenir numéro un mondial, c'est pas le cœur de l'entreprise. C'est juste un objectif. C'est pas le pourquoi. Quand le pourquoi, c'est vraiment aider des millions de personnes à trouver des solutions de santé à travers le monde, ça devient complètement différent. Et du coup, il y a un sens. Mais du coup, ok, si j'achète cette boîte-là, ou si je développe ce produit-là, est-ce que c'est en corrélation et connecté à mon pourquoi? À partir de là, en fait, tu as un fil conducteur qui fait du sens et dans lequel tu vas y mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'attention et d'intention. Et que du coup, en fait, le plan va pas se dérouler sans accroc, mais va avoir déjà beaucoup plus de sens et on va y mettre beaucoup plus de force. D'accord. Que simplement si je veux devenir numéro un ou je veux attendre tel chiffre d'affaires. Bien sûr. Et même le 100 millions, c'est juste une vue de l'esprit. En fait, c'est un simple chiffre. Ça ne donne C'est pas. ça. Les salariés, les collaborateurs, ils n'ont pas forcément attaché un sens à ça, eux. Et je te dirais que lorsqu'on a travaillé sur ça et que le dirigeant a découvert son pourquoi à lui et qu'il a remis sur la table le pourquoi de l'entreprise familiale, ou en tout cas sa vision, son visage il a complètement changé. Et lorsqu'il a été à son board la semaine d'après, où il a repris ces éléments-là et énoncé le plan de développement qui allait derrière, ça a fait sens pour l'ensemble des 16 dirigeants de ces 16 filiales. Et là, en fait, t'embarques tout le monde. Bien, pas bien, machin. C'est que les gens étaient là dans le bateau et tout le monde avait oublié pourquoi ils étaient dans le bateau et pourquoi depuis X années ils étaient là. Aujourd'hui, ils n'y sont pas encore, mais en fait, ils ont déjà dépassé ce plafond de verre. Et que du coup, la barre des 75 millions, elle est loin derrière maintenant. J'ai compris. Ok. Donc il y a des choses qui sont faites en place. Et du coup, comment ils ont fait pour raconter une histoire et embarquer tous les collaborateurs? Parce que 75 millions, ça commence à être un paquet de personnes. Bah, après, ça dépend du secteur d'activité. Là, du coup, je ne l'évoquerai pas, mais tu as des entreprises, tu peux très bien faire de très très gros chiffres d'affaires, mais tu as aussi beaucoup de buts. Enfin, tu fais un CA important, mais tu as beaucoup de charges. Ouais. Tu as beaucoup de salariés, tu as beaucoup de filiales, etc. Donc finalement, quand tu vois le résultat net, c'est pas forcément ouf. Mais d'ailleurs, dans les stratégies, on s'était rendu compte qu'une des filiales sources, on va dire, une partie de la maison mère, n'était pas rentable depuis plus de 10 ans. Elle coûtait de l'argent. Mais ça, c'est des jeux de chiffres, c'est des jeux d'analyse. Donc là, on rentre beaucoup plus dans la partie business. Mais là, c'est vraiment de faire ça. Mais pareil, tu reviens au pourquoi. Pourquoi cette entité existe? Est-ce qu'elle fait sens par rapport au pourquoi global? Et du coup, ok. Et parfois, en fait, c'est simplement, on l'a oublié. Parce qu'elle était là, c'était acquis. Et puis, en fait, on avait un petit peu oublié de la développer. D'accord. Comme quand on peut oublier de développer une partie de sa vie. Ouais, ça tourne, c'est bien. Que ce soit notre couple, notre vie de famille. Bah ouais, les parents, ils sont là, ça passe bien. Pourquoi m'en occuper? Pourquoi consacrer de l'énergie? J'ai ma carrière, j'ai mon business, j'ai ma famille proche. Pourquoi s'occuper de tonton Paul ou tonton Pierre plus qu'un autre, alors qu'il m'a aidé à apprendre à faire du vélo? Je prends un exemple tout bête ou d'où ça, mais en fait... moi, j'aime bien dire qu'on parle souvent d'équilibre dans la vie, mais aujourd'hui, si on est en équilibre financier, tu es à zéro. Si tu es en équilibre corporel, bah, en fait, tu n'avances pas, parce que la marche, c'est un déséquilibre. En fait, c'est ça, c'est de dire quel est le bon déséquilibre pour toi, pour pouvoir continuer d'avancer. Et en fait, je pense que cette recherche d'équilibre, il y a une confusion intellectuelle, peut-être inconsciente, où les gens cherchent à avoir cette homéostasie, tu vois, de dire, ok, j'équilibre. Il n'y a plus rien qui va bouger. Il n'y a plus rien qui va bouger. Ok, on peut chercher la stabilité, ça c'est autre chose, mais c'est une fondation pour grandir, pour évoluer, pour progresser. Pour pas être constamment dans la peur, c'est ça. Dans la panique, dans la... Ouais. Bah, si on parle de procrastination, moi je vois les fois où mes peurs reviennent ou que je m'égare ou que je me pose plein de questions complètement débiles. Si je regarde exactement ce que je fais rien. Je suis pas dans l'action, je suis pas dans mon pourquoi, je suis pas dans le mouvement d'aller vers l'avant et je suis pas dans le déséquilibre. Je suis dans l'espèce de stagnation là qui mène nulle part et tu essaies de manager les choses à droite à gauche. Non. On se focus, on avance sans oublier les autres aspects et les autres sphères
Parce que en fait, si tu crées un trop gros déséquilibre, bah, pareil, ça va entraîner la chute, Hmm. comme en vélo, comme en courant ou en marchant. Et comment tu fais du coup pour euh, équilibrer justement, mais le fait d'avancer, d'être en croissance, de se challenger, d'aller de l'avant, de progresser, de travailler même, et de pas finir en mode burn-out, panique, trop de pression. Alors, Parce que c'est souvent un dilemme qu'on se pose, quoi. ouais, bien sûr, si tu regardes un petit peu, je vais juste évoquer une part de ma carrière militaire. Moi, j'ai eu la chance de travailler les 7 dernières années. J'ai fait de l'accompagnement des militaires blessés et plus particulièrement atteints d'un syndrome post-traumatique. Donc, Ok. c'était assez intéressant et on confondait souvent le syndrome post-traumatique avec un burn-out parce qu'il y avait extérieurement des aspects un petit peu similaires. Hmm. Et la grosse différence, en fait, entre quelqu'un et je stigmatise, hein, et je vulgarise pour pas. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est vraiment une généralité. Et c'est mon constat en 7 ans à accompagner plusieurs centaines de personnes, c'est que quelqu'un qui a atteint d'un burn-out, il y a une espèce de désengagement. C'est-à-dire, j'ai plus envie d'aller travailler. Je le Hmm. caricature, c'est un peu ça. Parce qu'il y a une perte de sens. Et il a été D'accord. au-delà de ses limites. Quelqu'un qui avait un trauma, au contraire, lui, il a perdu du sens parce que c'était sa carrière, etc. Mais il a envie de se réengager. Et en fait, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver goût à la vie, etc. Donc il y avait un petit peu ça, et c'était plus une frustration. Et qui est des gens qui avaient envie de bosser, mais qui n'avaient pas le même sens. Donc deux pertes de sens complètement différentes. Et en fait, finalement, le burn-out, ça arrive quand tu as des gens qui sont très engagés, qui sont très passionnés, mais qui ne savent plus pourquoi ils ont fait les choses. Ils n'ont pas compté les heures, ils ont voulu aider leurs collègues, aider leur entreprise, se donner à fond. Même aujourd'hui, hein, dans les entrepreneurs, les solopreneurs, on voit beaucoup de gens qui se donnent à fond par passion, etc., qui ne comptent pas les heures et qui sont complètement en craquage, en fait. Qui sont proches du burn-out. Pourquoi? Pourquoi tu as Hmm. commencé? Qu'est-ce qui fait que ça? Et moi, je le vois, quand tu es passionné, et si tu regardes aujourd'hui le mot passion en français, il est très connoté destruction. Passion, ça brûle, machin et tout. Et Hmm. si je regarde dans la sémantique anglo-saxonne, c'est pas du tout la même chose. La passion, c'est un moteur, ça te permet d'aller de l'avant, etc. Hmm. Et c'est vrai qu'en fait, bah voilà, moi je parle souvent avec mes clients, je fais, c'est quoi la vocation? Ta vocation à toi, pourquoi tu as commencé? C'est quoi cette voix à l'intérieur de toi, ce feu qui brûle en toi, qui t'a conduit à faire ça, à te lancer dans cette carrière sportive, à te lancer dans cette carrière entrepreneuriale, dans cette carrière de manager ou de créer cette entreprise, peu importe, dans cette carrière musicale, peu importe, ou artistique, qu'est-ce qui, là, en toi, cette voix en toi qui dit, je dois faire ça. Et du coup, comment tu coacherais quelqu'un qui cherche son pourquoi, justement? Quelqu'un qui, pour donner vraiment quelque chose de pratique aux personnes qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, oui, je pense à toi, qui se dit, oh là là, je fais mon truc, mon rôle de manager, mon entreprise depuis un moment là. Je ne sais pas totalement en perte de sens, en burn-out total, quoique Hmm. peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont en burn-out total. Mais je commence à décrocher un peu. Comment je refais cet exercice pour me recentrer sur mon pourquoi? Par quoi je commence? Je prends une feuille de papier, j'écris, c'est quoi Ah, le processus? ouais, bah, s'il y a des gens qui sont vraiment au bord du burn-out, je leur invite vraiment à aller voir un spécialiste et déjà d'échanger avec un professionnel en dehors du cercle professionnel, Mhm. en dehors du cercle amical, parce que Ok. on va pas parler de ses problèmes de plomberie ou boulanger. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de personnes cherchent des conseils. Ça, c'est un très bon point. Cherchent des conseils, par exemple, de couple avec leurs amis. C'est ça, Moi, je trouve que c'est une erreur fatale. c'est ça. Les amis vont t'écouter et tu vas continuer à boucler et tu vas. Moi, je vois des gens parfois qui ont des problèmes de couple qui racontent la même histoire à 15 personnes différentes euh, et continuent à boucler parce qu'en fait, ils trouvent une sorte de légère satisfaction passagère, de soulagement à raconter cette histoire sans jamais de solution. Et la confrontation d'un spécialiste qui sait faire une bonne confrontation peut être salvatrice Tout à fait. et va probablement te donner des solutions qui sont complètement différentes de celles que tes potes te donnent. Et ça peut escalader au niveau supérieur que j'ai déjà vu aussi, qui est de commencer de parler à ses problèmes de couple au travail. Enfin, ça, c'est voilà, Hmm. pas bon.
Tu vois? En fait, c'est un indicateur intéressant. Si on commence à parler de certaines choses aux mauvaises personnes, c'est déjà un indicateur de dire, ah, j'ai peut-être un problème, mais j'en parle pas à la bonne personne. Ouais, Ça, voilà. Après, il faut être assez humble de reconnaître qu'on a un problème ou qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer, parce qu'on peut le prendre aussi comme ça, hein. Des fois, on pense que c'est bien, mais est-ce que je veux ouais. pas mieux? Ça, c'est une Oui, question. Voilà, effectivement. c'est pas forcément qu'il y a un problème, mais je veux mieux. Je suis un manager, mais j'ai envie d'une carrière différente ou j'ai envie d'aller plus loin. Et si je me sens un peu dans cette perte de sens ou dans cette remise en question, tout simplement, ça peut Ouais. être ça. Euh, Peut-être tout simplement de revenir parfois juste sur une feuille de papier. Ouais, du coup, si on en revient au pourquoi, qu'est-ce qu'on... Quand j'ai commencé le premier jour que j'ai postulé dans cette boîte, pourquoi je l'ai fait? Juste ça, déjà de réécrire Hmm, l'histoire en fait. d'accord. Et si j'ai pas là, ok, pourquoi j'ai fait ces études-là? Et là, parfois, on se rend compte que ah, c'était pour faire plaisir à papa, maman. D'accord. C'était pour répondre à une pression sociale. Il fallait absolument un job. Bah, c'est Hmm, normal que tu sois pas bien 10, 15 ans après, même si tu as évolué. hmm, Et une fois que tu as fait ce bilan-là, ok, qu'est-ce qui me plaît dans mon travail? ok, Qu'est-ce qui me plaît pas? d'accord. Et dans ce qui me plaît pas, qu'est-ce que j'aimerais avoir à la place? Ouais. Et là, en fait, ça commence à dessiner un canevas, soit de discussion avec l'échelon supérieur pour dire, bah voilà, aujourd'hui j'aimerais avoir plus de responsabilités, moins de responsabilités, plus d'humains, plus de techniques, ou de voir que finalement j'ai été au bout de ce que je pouvais faire professionnellement. Et aujourd'hui, moi qui travaille avec beaucoup d'entreprises différentes, je peux vous dire que beaucoup d'entreprises vous cherchent. On n'est plus dans il y a 10, 15, 20 ans où on était dans une entreprise, on allait faire carrière pendant 30 ans. Mais ça, c'est très culturel et français en plus, parce que j'ai eu la chance d'aller notamment au Canada, où les gens en fait quittent un job pour évoluer en termes de carrière, mais surtout évoluer aussi en termes de salaire. C'est culturel, c'est-à-dire que c'est normal de quitter un job pour évoluer. En France, ça reste encore ah, je vais prendre le poste du dessus. Ouais, sauf que dans une PME, il n'y a peut-être jamais de poste du dessus. Tout à fait. Ou que la personne qui va être au-dessus, elle est là pour un long moment. À Ouais. moins qu'elle parte à la retraite ou qu'il malheureusement lui arrive un accident Hmm. grave, il n'y aura pas possibilité. C'est vrai que la PME et la grande entreprise, ça bouge pas de la même façon pour des Non, raisons évidentes. Ouais. tout à fait. Hmm. Mais même dans des grandes entreprises, avec certains services qui sont aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui le Hmm. turnover, etc. Et je ne parle pas des jobs d'étudiants, ou, voilà, et puis même culturellement, on peut le voir. Mais si on est dans cette recherche de pourquoi, après, si on aime profondément l'entreprise, moi j'aime bien ce qu'on appelle les recrutements ou les licenciements boomerang, où, ok, j'aime mon entreprise, je vois que j'ai atteint la limite de ce que je pouvais lui apporter, va voir ailleurs, va passer 5, 10 ans dans une autre entreprise, va faire tes armes et reviens dans cette entreprise. Hmm. Et du coup, c'est de se dire, mon objectif, je ne vous quitte pas, je ne vous abandonne pas, voilà, c'est juste que moi aujourd'hui j'ai atteint mon plafond, mais je veux revenir dans ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, que ce soit quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui est patron, quittez-vous en bon terme parce que vous ne savez pas qui reviendra vers vous. Et que un salarié ou un chef d'entreprise avec lesquels on se sépare en bons termes, on en verra toujours des gens. On parlera toujours en bien de l'entreprise. Ouais, ça change tout, hein. Exactement. Et que moi, quelqu'un qui me dit je me sens pas bien dans l'entreprise, on va voir son pourquoi, on va voir, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut arriver à dire ok, je suis plus bien et j'ai plus ma place ici parce que j'ai voilà. Et du coup, ça devient un compromis. C'est plus une confrontation. Tout à fait. C'est vraiment une discussion de dire voilà, soit il y a une possibilité d'évolution, formation en interne, formation en externe, amener des compétences, peut-être amener des solutions, ou simplement, ok, on se sépare en bons termes pour pouvoir créer de la valeur, etc. De recommander la personne parce qu'elle a fait son temps dans l'entreprise, elle va mieux servir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'un Hmm. jour, peut-être que cette personne reviendra ou nous recommandera. Moi, j'ai vu quand ça se passe bien comme ça, où la personne, elle travaille quoi? Chez un partenaire potentiel, chez du développement potentiel. Donc, du coup, ça fait une connexion. Et d'une connexion à une connexion. Tout à fait. Tout à fait. Et là, en fait, c'est comme Ça ça qu'on crée crée. plein de... Ouais. Ouais. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise aussi, j'ai vu
J'ai vécu les deux types de séparation, certaines en très bons termes, où on reste presque amis, la personne part et le retravaille après plus tard dans l'entreprise, après avoir fait un bout de parcours, et d'autres un peu plus Conflictuel. conflictuels, c'est vrai que ça change tout, hein. Bah, là, je te Ouais. dirais, c'est que la partie conflictuelle, malheureusement, et moi je le vois dans les entreprises qui sont en forte croissance, et c'est aussi dur pour le chef d'entreprise que pour le salarié. Parce qu'en fait, quand on est dans une croissance très forte, bah en fait, et pour revenir sur le développement personnel, c'est que tout à chacun, on parlait de stabilité, etc. Bah, c'est vrai que certaines personnalités, certaines personnes, et c'est OK avec ça, bah, ils aiment bien leur petit train-train, leur routine, Ouais. c'est sécuritaire. Voilà. Mm. Mais quand tu as une entreprise qui croît énormément et Ouais. très vite, on essaye d'embarquer tout le monde, mais tout le monde n'a pas envie d'évoluer. Mm. Il y a des gens qui atteignent leurs limites à un poste Ouais, donné. c'est ça. Mm. Mais pas forcément intellectuel, c'est juste, bah, j'ai pas envie. Mm. Pourquoi je ferais plus? J'ai mon Pourquoi je salaire. ferais même différemment? C'est pas Exact. forcément Ouais, plus de boulot, c'est mais ça. c'est juste un autre rôle qui attend la personne. Voilà, ça Mm. vient s'additionner. Et c'est vrai que dans certaines tailles de PME, en fonction de ça, bah oui, on est un peu couteau suisse. On va pas pouvoir embaucher X personnes pour. Non, il y a une espèce de phase de transition. Et c'est ça que moi j'adore, c'est accompagner cette transition-là, de dire de croissance d'expansion. Il y a de l'agilité. J'aime Exact, beaucoup ce mot ouais, agilité. ouais, bien sûr. On en parle récemment. Couteau suisse, très important aussi, effectivement. Dans ces phases de Ouais, transition. Et il n'y a pas un bon style de management. Il y a un style de management à avoir correspondant au cycle de vie de l'entreprise. tout à Tu fait. parlais d'agilité. Oui, à un moment donné, Mm. tu as besoin d'avoir un management agile dans ton entreprise parce que là, on est en transformation. Là, on est en évolution, peut-être en hyper-croissance. Donc oui, il faut Mm. s'adapter, il faut réagir, force de proposition. Mais à un bout d'un moment, tu as besoin de recréer de la stabilité. Tu as besoin de recréer des processus, de redonner du cadre pour consolider. Et en Mm. fait, une croissance d'entreprise, c'est jamais ça. Ah non. C'est comme dans tout dans la vie, c'est des cycles et ça fait ça. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est ok, j'ai fait ça, il y a une espèce de décroissance. Bah, peut-être que là, je suis là pour refaire un plateau, stabiliser ce qui est là, ou Mm. redonner un élan si l'énergie est là. Sinon, bah, c'est pas grave. On maintient un plateau, on consolide, on cherche des nouveautés pour redonner un élan. Ouais. Ils me font rire parfois, les gars. J'ai pas. Alors, ça peut exister, hein, mais parfois les entrepreneurs un peu débutants qui sont en mode ouais, j'ai atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires, maintenant 1 million, enfin 100 000 euros par mois, maintenant je passe à 1 million par mois. Et je suis là en mode ok, bah, bonne chance, mais en général ça se passe pas comme ça. Tu as des paliers Hmm. et tu stagnes pendant 6 mois, mais c'est pas que tu as stagné, c'est que tu as préparé l'avenir. Hmm. C'est que tu as, enfin, tu mis en place des process, comme tu dis, tu as mis des choses en place pour verrouiller finalement un niveau avant de pouvoir passer à la suite, Yes. quoi. Et c'est Mm. ça qui est intéressant, c'est quand tu as conscience de cet objectif-là, Mm. c'est intéressant de dire, ok, est-ce que je le fais pour le chiffre d'affaires Ouais. ou est-ce que je le fais pour le pourquoi que j'ai développé mon entreprise Mm. qui était, allez, si je résume, quand tu crées une entreprise, quand tu fais des choses, tu veux apporter une solution. Tu réponds à un besoin. Donc, à quel besoin tu vas répondre en passant de 100 000 à 1 million? Ouais. Un besoin de personnel de Ça, reconnaissance. non, mais voilà, Ouais. mais si tu dis, ok, en fait, pour moi, le chiffre d'affaires, mais, mais même les résultats qu'on peut avoir ne doivent être que le résultat de tes actions et les raisons pour lesquelles tu les fais. Si aujourd'hui, on revient sur la partie développement personnel, si on revient sur la partie même sport, etc., je pense que tu le vois, quelqu'un qui a des objectifs, s'il ne pense qu'à son poids, il ne va pas avancer. Ouais. J'étais instructeur de tir dans les armées et j'utilise souvent cette métaphore avec mes coachings, etc., ou même en développement personnel. Lorsque tu vises la cible au fond, quand tu veux tirer au fusil, peu importe, en fait, on dit toujours que c'est œilleton, guidon net, et en fait, tu vois la cible en arrière-plan. Et en fait, c'est le chemin en fait entre les deux, c'est-à-dire que c'est vraiment le point, le guidon
que tu dois voir net. Et la cible, en fait, oui, tu la vois, mais c'est pas ça qui est le plus net. C'est pas l'objectif le plus net. C'est vraiment le chemin, donc le point du milieu, le point de passage qui doit être totalement clair. Dire, ok, je veux aller là-bas, c'est par là que je dois passer. Et qu'est-ce que tu entends par cette métaphore? C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de voir l'objectif final parfaitement clair, mais au moins les deux, trois premiers pas? C'est ça, Ouais. exactement. C'est-à-dire que si tu regardes une ligne de mire, en fait, tu as l'œilleton, donc le trou dans lequel tu places ton œil et tu vas regarder. Donc celui-là, il est flou. Le point qui est le guidon, c'est le passage. Et tu as effectivement la cible en arrière-plan. Donc oui, on voit le pourquoi qui est en D'accord. arrière-plan, Hmm. le chemin, mais le point de passage, tu sais que ok, tu es au bon endroit au bon moment quand ça, c'est clair. Ouais, donc l'objectif à 1 mois, 3 mois, en gros, C'est ça. il doit être clair que ce soit dans la vie ou Ouais. dans le... Et souvent, c'est ça que j'ai remarqué, le bon timing pour un objectif, c'est autour des 3 mois. Parce que si c'est il y a 10 ans, mais qu'est-ce que... Ok, Après, cool. ça dépend, parce que Ouais. si tu veux, alors pour un objectif solopreneur ou quelqu'un de personnel, euh, quand tu fais des objectifs de carrière, c'est bien d'avoir déjà des objectifs 90 jours, Hmm. 6 mois sur l'année. Voilà. Et sur des structures un peu plus grandes, on va parler déjà quand tu es entre 30 et 50 salariés, voire plus, on peut commencer à parler de 3 5 ans. Pourquoi? Parce que tu as une masse en fait à faire Hmm. avancer. Tu as une mentalité à faire évoluer. Hmm. Et là, du coup, c'est des dizaines de personnes, voire centaines de personnes à mettre en mouvement. Donc là, oui, c'est important de donner cette vision et cette stabilité. Mais je te dirais, une fois que tu es à l'aise, toi, avec tes plans à 90 jours, tes plans à 6 mois, 1 an, bah, à l'échelle perso, peu importe le domaine, c'est important de se dire, et tu regardes tous les grands du dev perso, que ce soit Jim Rohn, Tony Robbins et bien d'autres, on parle de 3 5 ans. Hmm. Et aujourd'hui, peu de gens sont capables de se projeter aussi loin dans leur vie. C'est vrai ça. Et ça, c'est, ok, tu vas te lever demain matin, tu vas avoir tes routines, tu vas faire métro, boulot, dodo. Et, et regardons le plan qu'on nous a vendu à l'école tout petit. C'est travaille bien à l'école. Et moi, j'ai ma fille, là, elle va avoir 18 ans et je suis très fier d'elle et je l'encourage à faire ses études, etc. Et c'est très bien de faire des études. Mais le plan qu'on nous vend, c'est de bien travailler à l'école, d'obtenir son diplôme et d'aller bosser. 35-40 heures semaine, 5 semaines de congés par an, 2 jours de repos dans la semaine. Et ça pendant, allez, on va être sympa, pour l'instant, on est aux alentours de 40 ans. Mhm. Ça, c'est le plan. Mais personne n'y pense. Est-ce que tu es prêt à signer pour ça? Si je te mettais un contrat où je te disais tout ça et que tu vas travailler 40 ans comme ça, combien d'entre nous signeraient réellement? Hmm. Pourquoi on signe finalement notre contrat de travail? Pourquoi on signe ce schéma culturel, social, etc. Parce qu'on n'a pas de plan. C'est le plan par défaut. Ouais. C'est le plan en automatique. Où on n'a pas besoin. Ah, mais je ne suis pas responsable. C'est la vie qui est comme ça. Hmm. Non. Est-ce que tu as envie d'avoir cette vie-là? Et on voit dans la nouvelle génération qu'ont vu les parents galérer professionnellement, pas être forcément très satisfaits de leur travail, pas forcément être épanouis. Et c'est vrai que le développement personnel a amené, et cette ouverture, que ce soit avec les podcasts, les chaînes YouTube, Hmm. le développement des réseaux sociaux, il y a à boire et à manger, on est d'accord. Oh oui. Mais c'est une ouverture sur le monde. Et de se dire qu'aujourd'hui, on n'est plus un simple village d'irréductibles au fin fond de l'Armorique et que du coup tout va bien et que ouais, dans le village d'à côté, on ne sait pas ce qui se passe. Non, aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir autre chose que ce que j'ai connu dans ma famille, que ce que j'ai connu dans mes études, et on peut aller beaucoup plus loin. Mais maintenant, c'est pourquoi tu le fais et où est-ce que tu veux Ouais, aller dans trois toujours. cinq ans. On en revient au pourquoi finalement. Toujours. Ouais. Mais pourquoi tu veux être influenceur? Pourquoi tu veux développer une entreprise? Pourquoi tu veux améliorer ta santé? Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, ma fille a 18 ans. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Benoît, pourquoi tu fais les choses? Je l'ai toujours fait pour ma fille. Mais aujourd'hui, effectivement, je la vois grandir et évoluer. Je me dis, waouh, dans peut-être potentiellement une dizaine d'années, je vais être grand-père. Hmm. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mes petits-enfants et à la génération d'après? Un monde meilleur. Ça, tout le monde rêverait, et ça, c'est la phrase bateau. Ouais, on veut un monde meilleur. Mais qu'est-ce que tu contribues dans ton quotidien pour améliorer la vie des gens?
pour améliorer ta vie à toi. Bah, c'est vrai qu'en aidant des entreprises à connaître leurs valeurs, à connaître leur pourquoi, à croître, à accompagner leurs salariés, leurs collaborateurs, à créer de la valeur, à aider les gens à mieux vivre financièrement, à créer des investissements, à créer de l'héritage, etc. Mais tout ça, je contribue à ce que la vie soit meilleure pour tout à chacun. Mais si j'aide toi, Pierre, Paul, les gens, tous, un maximum de gens, est-ce que j'améliore pas l'environnement dans lequel ma fille va grandir et évoluer, dans lequel mes petits-enfants vont grandir et évoluer? Et quelque part, ouais, moi c'est mon pourquoi, mais c'est pour ça que je me lève tous les matins. Mais effectivement, et c'est pas un pourquoi, et les gens se disent ouais, mais j'avais ce pourquoi là, et aujourd'hui, ouais, tu évolues. Ton pourquoi évolue. Il tourne toujours plus ou moins avec les mêmes valeurs, les valeurs de servir. Moi aujourd'hui, je voulais servir depuis l'âge de 8 ans. J'avais cette conscience-là de dire je veux aider mon prochain, mais je veux aussi être dans un environnement de fraternité, d'évolution de possibilités sociales et du retour de la reconnaissance de l'effort et du travail fourni. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'armée. Mais aujourd'hui, dans ce que je fais toujours la même chose à une autre échelle avec d'autres personnes. Mais c'est tout mon travail de développement personnel, de connaissance de moi et de chercher ce pourquoi, mon pourquoi. De dire, ok, cool, maintenant je peux lui donner plein de formes différentes. Ouais, le pourquoi, il peut être... Ouais, il grandit avec toi. Et au final, quand tu regardes bien, il a juste une forme différente. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un indice, tu me diras si tu es d'accord, mais ça que je vois souvent, un des freins à trouver son pourquoi, c'est de vouloir quelque chose de trop profond, de trop permanent, de trop parfait. Et du coup, ce perfectionnisme dans la quête de sens crée un blocage et peut-être que de lâcher un peu prise, de se dire, écoute, prends juste ta feuille, donne-toi une heure. C'est ça. Ce que tu arrives à trouver, c'est good enough, comme on dit en anglais, c'est assez bien et assez, c'est suffisant. Et si c'est ce pourquoi tu le changes dans 6 mois, c'est ok, tu le changeras dans 3 mois, il est évolutif, mais déjà tu peux te trouver ce pourquoi qui est plus ou moins bien. Et comme tu disais, la cible tout au fond, elle est un peu floue et tu pourras l'affiner avec le temps. Et c'est une évolution constante au final. Le sens qu'on donne à sa vie et le pourquoi, il va évoluer. C'est ok, c'est normal en fait. Bah, pour reprendre ton idée, quand Walt Disney parlait de Disney, de sa vision, il dit « je vois quelque chose de grand et de brillant ». C'est quand on parle d'objectif, pas confondre le pourquoi et l'objectif. Parce que souvent on parle d'objectif smart, qu'il faut être précis. C'est un objectif. Ton pourquoi n'a pas besoin. Ça vient des tripes en fait, ça vient du cœur, c'est un élan inexplicable. Et après, il y a eu plein de bouquins décrits dessus, mais c'est un voyage du héros en fait. Tu auras des challenges, rien ne sera... Et tu vas avoir du soutien, tu vas avoir des ennemis. Parle-nous un peu du voyage du héros. Ok, vas-y. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Le voyage du héros, c'est une métaphore. Il y a pas mal de bouquins qui ont été écrits dessus. Moi, j'aime bien. Il y a un bouquin qui s'appelle Le voyage du héros, qui a été notamment écrit par Robert Dills, qui est un de mes mentors, mais qui est tiré d'autres bouquins. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est le moyen de comprendre peut-être et d'analyser sa vie et de voir où je suis parti, où je vais, etc. Et puis, c'est quoi le prochain voyage? Et en fait, au départ, tu as un appel. C'est ça le voyage du héros. Au départ, tu as quelque chose qui t'appelle. C'est pour ça que je parlais de vocation et c'était en référence au voyage du héros et cette vocation. Et en anglais, il parle de passion. C'est ça qui t'appelle, qui te tracte vers l'avant. Après, ça peut te pousser. Mais si tu fais pas ça, tu sens qu'au fond de toi, il y a cette petite aigreur, ce petit truc qui fait que tu te sens pas bien. Si tu fais pas un petit truc dans cette direction-là chaque jour, tu te sens pas bien. Et c'est là où on revient un petit peu la raison du pourquoi, mais aussi le burn-out. C'est si tu n'as pas ce petit truc, ce petit pincement au cœur, ce petit truc dans les tripes, ce petit frisson dans la journée, te dire, de satisfaction. Et c'est pour ça qu'on revient à la gratitude. Et pour revenir au voyage du héros, ok, tu as cet appel. Mais après, c'est au service de qui tu vas le faire, de qui tu vas t'entourer. Parce que tu sais qu'au bout d'un moment, en fait, tu vas avoir un challenge. Tu vas avoir des choses à affronter. Et comme dans tous les films, d'ailleurs, qui suivent le voyage du héros, le héros, il se confronte à un challenge, une difficulté. Donc. Et dans la vie, c'est pareil. Yes.
Mais beaucoup oublient une chose, Ouais, la fin du voyage. c'est-à-dire. Tu reviens à la maison, D'accord. mais plus en étant toi-même. Tu t'es enrichi Hmm. de ce voyage. Tu as acquis de l'expérience de ce voyage pour revenir chez toi en étant une meilleure version de toi-même. Hmm. Une autre version de soi-même, peut-être, mais souvent une meilleure version de soi-même. Hmm. Pour amener autre chose chez toi, dans ton village. Parce que peut-être certains d'entre eux, de ton environnement, n'ont pas fait ce voyage. Si on reprend l'histoire Hmm. du Seigneur des Anneaux, c'est ça. Il rentre et le village, plus ou moins, change. Mais son Hmm. environnement, sa vie a changé. Mais il y a ce retour à la maison, Hmm. ce retour qui fait que. Et oui, bah, le Hobbit, il influence le Seigneur des Anneaux. Bon, après, c'est Tolkien dans sa narration, mais il y a ce retour à la maison. Et souvent, on oublie, tu n'es plus la même personne. Tu as fait un voyage. Qu'il soit agréable ou désagréable, hein. Tu as évolué, tu as changé. Ouais. Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse. Ah, tu as changé. Bah, j'espère bien, la vie, on avance. C'est Hmm. pas fait pour rester là où on Ouais. est. Voilà. Moi, je l'ai vu, hein, professionnellement. Je suis retourné de là où j'avais travaillé pendant 7 ans. 2 ans, c'était écoulé. Il y a eu le Covid, machin. Et je suis revenu un lundi matin. Certains de mes collègues étaient à la même endroit, rencontrant les mêmes histoires. Je fais, ok, c'est quand tu sors du système et que tu reviens, à un moment donné, tu peux prendre compte de ta propre évolution. Donc c'est bien aussi d'aller faire ce voyage, d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que Hmm. du coup, on prend conscience de sa valeur, on prend conscience qu'il y a autre chose qui existe à l'extérieur et que du coup, tu peux être beaucoup plus que ce que tu penses. Ouais. Et moi, c'est ça le développement personnel, c'est un voyage. Et puis une fois que tu as mis le doigt dedans, bah ok, et tu fais des cycles. Tu fais un voyage, tu reviens à la maison, tu mets à profit, tu mets en pratique, tu évolues, tu refais un voyage, tu apprends des choses, etc. etc. Et en fait, tu as la spirale dynamique et tu évolues. C'est jamais c'est un cercle sans fin, mais toujours de croissance. Et du coup, Hmm. tu grandis. Et quel est le rapport à la souffrance que tu peux endurer parfois quand ça devient difficile? Je vais prendre deux exemples typiques. Bon, on parle de la souffrance Mmh. entrepreneuriale, Mmh. quand tu Tout à prends fait, des ouais. claques. Mais pour revenir aussi à notre sujet de Alpha Body, euh, la souffrance du changement d'habitude, changement de vie, changement d'alimentation, changement d'entraînement. J'ai souvent des gens qui me disent, mais ouais, mais c'est dur ton truc. Ou alors j'ai faim. Ou bien, waouh, faut quand même enfin, changer ses habitudes. Oui, chérie, tu vois, si tu continues à faire les mêmes choses que tu as toujours faites, tu vas Que- continuer à obtenir les mêmes résultats. Tout à fait. On va revenir au pourquoi. Hmm. Pourquoi tu le fais? Si tu dis, au départ, tu as démarré un nouveau process de vie alimentaire, physique, psychologique. Parce que Ouais. finalement, c'est les trois piliers et que voilà. Tu as une partie émotionnelle, bien évidemment, etc. Mais c'est tout ça. Quand tu dis, quand tu commences à changer tes habitudes alimentaires, quand tu dis tu as faim, quelle partie de toi parle? C'est quelle partie qui négocie? Est-ce que c'est un Hmm. sentiment de frustration, etc. Et Ouais. moi, j'aime bien cette phrase quelle souffrance tu préfères? Ouais. La souffrance de l'effort ou la souffrance du regret? Et pour ceux qui se poseraient des questions, moi j'ai la chance d'avoir côtoyé le milieu hospitalier, aller discuter avec des infirmiers qui ont Hmm. côtoyé des personnes en fin de vie et aller discuter des discours des personnes d'un certain âge, ce qu'elles Ouais. disent sur leur vie et le nombre de regrets qu'elles peuvent avoir. Intéressant ça. Ouais. Ça vous met des claques. Ouais. Et pour avoir côtoyé des gens fracassés, des gens qui se sont reconstruits et des gens qui ne sont jamais sortis de leur souffrance, j'ai pas envie de regretter aucune journée de ma vie. Ils ont beaucoup. Ouais, on regrette ce qu'on n'a pas essayé, ce qu'on C'est n'a pas ça, tenté. exactement. Et pour revenir à ce que tu disais, Hmm. mais fait est mieux que parfait. Ça, c'est un adage d'un de mes Ouais. amis et c'est vrai.
Rien n'a besoin d'être parfait. Ouais. Je vais faire une petite, tu me pardonnes, Vas-y, parenthèse, Nico qui redevient coach. Un des grands sujets pour moi lors de nos coachings, que ce soit développement personnel ou fitness, nutrition, c'est les gens croient qu'ils vont arriver dans le programme de formation Alpha Body et qui vont faire les choses parfaitement et que du coup, ils vont avoir les résultats au fur et à mesure. Alors oui, si tu fais les choses parfaitement, tu auras des résultats intergalactiques. Et il y a des gens qui arrivent, qui sont déjà dans les bonnes dispositions, qui ont une vie peut-être sans stress, qui ont déjà le bon mindset, qui ont la place. Il y a un passif. Pour mettre en place parfaitement le plan. Et ces gens-là ont des résultats incroyables. Même moi, je me dis, mais comment c'est possible? Ouais, même toi, Et ouais. les gens pensent que c'est truqué, nos photos. Fred qui nous filme là, l'a vécu et a vu des photos aussi. Enfin, c'est incroyable. Et même si tu fais 80%, tu auras de très bons résultats. Mais les gens pensent que la difficulté, c'est d'obtenir le résultat. Moi, ce que je leur dis, c'est que, et on en parle souvent, mes coachs qui me disent, ouais, un de mes coachés, il fait pas bien les choses, il fait plus. Et je leur dis, écoutez, le programme, c'est pas amener les gens au résultat. Le programme, c'est amener quelqu'un qui est capable de faire que 30% des demandes, enfin du processus, de l'amener à en faire 50% ou 60%. Celle qui est capable d'en faire 60%, c'est de l'amener à faire 70%. Parce que moi, je sais que si la personne fait 80-90% des process qui sont demandés, elle aura des résultats incroyables. Et du coup, votre job en tant que coach du programme Alpha Body, c'est d'amener la personne à faire 10-20% mieux. Parce que le problème aujourd'hui avec beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui ont un surpoids, surtout les gens qui ont un très fort surpoids, c'est que ce sont des spécialistes intergalactiques, j'adore ce mot je crois, de se bullshiter eux-mêmes. Ah mais... Donc, ils arrivent à s'auto-convaincre, mais si je l'ai quand même fait, sauf que tu vois, sauf que machin. Et avec mon ancien associé, on avait une phrase intéressante, c'était tes résultats, ils s'en foutent de tes excuses. C'est-à-dire que le monde est c'est un agencement de causes et d'effets. Donc, si la cause A donne un résultat B, le résultat B, il s'en fout que ce qui s'est passé pour que toi, tu ne mettes pas en place les A. Tu vois, il faut juste que tu y arrives. Et si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas le résultat B. Alors, c'est pas une invitation à la culpabilité, à se dire t'es con, t'es qu'une merde, j'ai pas pu mettre en place les choses. Et c'est là la difficulté, parce que ces gens qui se bullshit, ils se bullshit pour protéger leur ego, pour protéger leur estime de soi.